On va parler un petit peu du système nerveux. Puis je vous promets, ça ne sera pas trop plate, là. Fait que quand on parle du système nerveux, essentiellement, on parle du cerveau et les nerfs du corps. J'aime de penser que le cerveau puis les nerfs du corps, c'est connecté à nos 5 sens aussi. Donc, plus tard, on parlait des 5 sens parce que les 5 sens aident à réguler l'énergie dans ton corps. La neuroplasticité, c'est aussi un concept qui dit que les neurones qui sont créés dans le cerveau, ils sont capables de se modifier et de changer. Avant, on pensait que tout était développé par l'âge de 5 ans, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles neurones qui se créaient. Mais avec la neuroplasticité, on sait que ça, c'est pas vrai, qu'on peut continuer, on peut changer les chemins qui se font dans le cerveau. Le cerveau est vraiment formé des milliards de neurones qui font des petits chemins. Puis le plus souvent que le chemin se fait, le mieux établi qu'est le chemin, l'idée, la neurone. Un exemple d'un chemin qui est bien formé, ça serait écrire son nom. Fait que si on écrit, quand on écrit notre nom avec notre main dominante, on n'y pense même pas, on le fait juste. Si on était pour écrire notre nom avec notre main non dominante, ça serait plus difficile. Mais si on écrivait notre nom avec notre main dominante tous les jours, plusieurs fois par jour, éventuellement, ce chemin-là dans notre cerveau serait mieux formé, puis ça deviendrait beaucoup plus facile. C'est un peu la même chose quand on pense à les enfants qui ont une réaction de survie qui est vraiment qui est dérégulée, qui est débalancée. On peut leur apprendre à réguler en faisant des exercices à répétition pour créer des nouveaux chemins. Fait que le système nerveux est créé de deux parties, deux systèmes. Le premier, c'est le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est comme l'accélérateur de la voiture. Fait que c'est très énergisant, excitant, activé. Ça peut être activé par le stress positif ou négatif. Quand le système nerveux sympathique est engagé, notre respiration est souvent plus vite, notre pression artérielle peut être plus haute, notre rythme cardiaque peut être plus haut. C'est vraiment comme accélération, énergie. Le système nerveux parasympathique, c'est plus comme les freins. C'est ça qui nous permet de diminuer l'énergie, de diminuer la fréquence cardiaque, de devenir plus calme. Quand quelqu'un a vécu beaucoup de traumatisme, ça déforme la façon que notre système nerveux réagit. Ça veut dire que on a l'accélérateur dans un moment que l'accélérateur ne devrait pas être là, ou bien les freins dans un moment qui ne devrait pas être là. C'est l'énergie quand il n'y a pas de danger, par exemple. Puis, comme j'ai dit, l'accélérateur de la voiture peut être activé que ce soit positif ou négatif. Je pense à des enfants, des fêtes ou des Noël pour des enfants, puis surtout des jeunes enfants, c'est tellement excitant, mais comme un enfant de 3 ans, combien d'enfants de 3 ans qui n'ont pas eu comme un tantrum à la fin de la journée de Noël parce que c'est juste trop d'excitement, c'est trop de stimuli, c'est juste trop d'accélération. Fait que c'est tout positif, Noël, mais il y a quand même une trop. Fait que c'est important de savoir comment balancer l'accélérateur et le frein. Puis c'est influencé par la génétique, par notre tempérament. Il y a des gens qui sont naturellement plus d'énergie tout le temps, puis il y a des gens comme moi qui sont plus mellow tout le temps. Je suis plus un frein, moi. Je suis plus calme. Notre capacité de réguler cette énergie-là, l'accélérateur puis le frein, c'est ça qu'on appelle notre plage de tolérance. Fait, ici, c'est une image que vous voyez, si on va par le haut, il y a plus d'accélération.
Quand on va par le bas, ben, c'est plus le frein. Puis, notre système nerveux régulé devrait être entre, quand on est régulé, on devrait être dans le niveau optimal, là, ici. Quand on est dans le niveau optimal, on se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent... Je suis au bureau, puis l'homme de ménage vient me demander si je voulais que mon bureau soit nettoyé. Je dis non, OK. Fait on veut vraiment être dans le niveau d'alerte optimal. Fait que ça, c'est notre niveau d'alerte optimal. Au courant de la journée, il y a des moments où on a besoin de plus d'accélérateur, des moments où on a besoin de plus de frein. Des moments comme quand tu te couches le soir, puis ça devrait être le frein, puis tu as l'accélérateur qui est allumé, puis tu penses à toutes les choses que tu as besoin de faire. Fait qu'il y a des moments où tu ne restes pas dans t'es pas dans la bonne zone, mais tu es dans ta plage de tolérance. Si on fait face à un danger, on va devenir à l'extérieur de notre plage de tolérance. On peut devenir plus hyper vigilant, dérégulé, etc. Puis c'est là que notre système va avoir soit le lutte ou fuite, panique aussi, peut être une réaction quand on est à l'extérieur de notre plage de tolérance. Ou si on est trop de frein, c'est souvent des situations comme qui est plus qu'un danger, c'est comme menace à la vie. C'est quand tu penses, je ne sais pas c'est quoi l'animal qui fait croire qu'il est mort dans le chemin pour des prédateurs. Là, quand il y a un prédateur qui vient après lui, il fait croire qu'il est mort. Ben, ça, c'est vraiment comme l'hypovigilance, c'est vraiment comme le frein extrême. Là. Puis, donc, une immense peur menace de la vie, on vient en bas ici. Puis là, souvent, on peut avoir fuite aussi, combat des fois, mais surtout figement et dissociation ou détaché de l'événement. Ici, c'est quand on est dérégulé, là, le petit chemin ici, en fait, on va à l'extérieur dans les pics ici. Là. Puis ça nous arrive tous des moments comme ça, d'être à l'extérieur de notre plage de tolérance. Mais des enfants qui ont vécu des traumatismes, je ne sais pas si vous avez vu, la plage est beaucoup plus petite. Le niveau d'alerte optimal est plus petite, qui veut dire que c'est beaucoup plus facile d'avoir trop d'accélérateur ou trop de frein, d'être dans ce moment-là de se sentir en danger ou menace à la vie. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour se sentir plus pour mettre l'accélérateur ou mettre les freins. Là, je vais juste partager cette page ici. Je vais vous donner quelques minutes pour la regarder. Puis, si des gens veulent partager, j'aimerais bien savoir s'il y a des choses que vous faites pour accélérer, pour mettre plus d'énergie ou pour diminuer. Puis parfois, quelque chose qui énergise quelqu'un peut vraiment endormir quelqu'un d'autre. So, ce n'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Puis comme vous verrez, c'est souvent, c'est en fonction vraiment des 5 sens. Donc, le goûter, le mouvement, qui n'est pas un sens, mais le mouvement est très, très régularisant, peut vraiment affecter ton système nerveux. Le toucher, les stimuli visuels, auditifs. Puis je serais juste curieuse de savoir s'il y a des gens qui voient des choses là-dedans, qui disent « Ah, OK, ça c'est quelque chose que je fais pour soit me donner de l'énergie ou pour me calmer. » Je vais faire un stop share parce que... il y a travailler avec la musique douce, instrumentale, m'aide à me concentrer. Candy a mis ça, oui. Dans les choses qu'il y a... excusez, je suis dans la lune. Des gens qui fument, par exemple, c'est vraiment un... Tu sais, ça peut être quelque chose qui est... Il y a bien sûr la nicotine, mais il y a aussi... ça fait partie d'un stimuli oraux, là, aussi. Mon garçon était beaucoup... il avait vraiment besoin de toucher. Il touchait des choses
frotter des vêtements, etc. Son fils frotte sa main avec sa doudou préférée pour se rassurer, se consoler, oui. Ouais. Puis parfois, c'est en réponse à un manque, peut-être qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient jeunes aussi. Ça, c'est une possibilité. Donc, il y a plein de choses qu'on fait qui peuvent nous aider à se réguler. Ma fille, quand elle était petite, elle est moins comme ça à cette heure, mais elle n'aimait pas les nouvelles situations, ça l'emportait l'anxiété, ça la dérégulait. Puis souvent, aller à la garderie, bien que c'était une situation habituelle, se rendre là, quand on y allait, c'était souvent comme un peu dérégulé. Là, ça posait un petit peu de stress, là, pas du stress négatif, mais en allant là, elle se sentait un peu plus débalancée, puis elle avait tendance à marcher sur son manteau, marcher sur son manteau. Puis c'était quelque chose qui m'irritait tellement parce que c'était dégueulasse, là. Ça avait venu tout soggy, puis elle marchait dessus tous les matins, puis ça me chavirait. Puis à un moment donné, j'ai comme fait la connexion que, elle essaie de se réguler, elle essaie de se calmer avant d'arriver à la garderie qui est souvent plus chaotique, qui a beaucoup de bruit, qui a des amis, puis plein de stimuli. Puis une fois que j'ai comme catché là, que c'était une façon pour se réguler, on dirait que ça me dérangeait moins. Là. Fait que comprendre ces actions-là peut des fois nous permettre de reconnaître que des choses que nos enfants font, qui nous irritent, qui nous tannent, ça nous donne une autre façon de le voir, puis peut-être que ça nous irrite peut-être un petit peu moins. Fait que, est-ce qu'il y a des questions sur système nerveux? Je pense que tu peux continuer. All right. Merci. OK. On parlait du cerveau et le développement. OK. Donc, le cerveau, tu as le cerveau de gauche puis le cerveau de droite. À gauche, c'est très logique, aime l'ordre. Le droit, c'est plus créatif puis émotionnel. Quand on connecte avec quelqu'un au niveau émotionnel, c'est vraiment quand on reconnaît leurs émotions, qu'on parle d'un ton doux, on connecte vraiment notre cerveau de droit à leur cerveau de droit. C'est quand notre cerveau de droit est plus activé, notre engagement social est plus activé au lieu de notre réaction de survie, par exemple. Les autres parties du cerveau, on a l'amygdale, puis l'amygdale, c'est vraiment le chien de garde du cerveau. Il est toujours à la recherche du danger, il est prêt à nous protéger. Donc, chez des enfants qui ont vécu des traumatismes, l'amygdale est très activée. Ensuite, tu as l'hippocampe qui est juste ici. Puis ça, c'est le chronomètre. Il est responsable de la collecte des souvenirs, les mémoires, les souvenirs. Puis quand des enfants ont très peur, l'hippocampe puis l'amygdale sont affectés, puis le sens du temps de l'enfant lors de l'événement qui leur a fait peur est pas mal débalancé. Puis des fois, leur histoire ne fait plus de sens. Ou comme un enfant qui a été dans le trouble, là, tu l'attrapes à faire quelque chose qui n'était pas censé, son histoire devient toute mêlée. C'est parce que l'hippocampe et l'amygdale sont activés, puis ils sont tous mêlés dans leur histoire, leur sens de temps. Fait que ça, c'est le cerveau. Puis là, je vais vous montrer un petit vidéo qui explique le cerveau mieux que moi. Ça se fait juste une seconde. Ferme ton poing. Imagine que ta main représente ton cerveau. La partie haute de ton cerveau est l'endroit où tu prends les bonnes décisions, même lorsque tu es en colère ou que tu as très peur. Maintenant, relève un peu tes doigts. Tu vois ton pouce ? Il représente ton cerveau d'en bas.
c'est de là que viennent les émotions les plus fortes. Il te permet aussi de faire attention aux autres, de ressentir de l'amour et d'éprouver de la colère ou de l'insatisfaction. Tu vois, si tu replies les doigts, la partie haute de ton cerveau, l'endroit où tu penses, touche ton pouce, comme ça. Elle aide la partie basse à exprimer calmement tes sentiments. Parfois, quand l'émotion est trop grande, tu peux piquer une crise. Déplie entièrement tes doigts, comme ceci. Ton cerveau d'en haut ne touche plus ton cerveau d'en bas. Cela signifie qu'il ne peut plus l'aider à se calmer. Voici un exemple de ce qui peut se passer dans ton cerveau. Regarde ce qui est arrivé à Léo quand sa petite sœur a cassé sa tour en Lego. Il a piqué une crise et a voulu lui hurler dessus. Mais les parents de Léo lui avaient parlé des crises. Ils lui avaient expliqué que son cerveau du haut pouvait apaiser celui d'en bas. Léo était toujours en colère, mais au lieu de crier après sa sœur, il a réussi à lui dire pourquoi il était fâché et a demandé à ses parents de la faire sortir de sa chambre. Donc la prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, imite ton cerveau avec ta main. Mais n'oublie pas, ce n'est pas un point pour te battre, c'est juste une image de ton cerveau. Déplie les doigts, puis replie-les lentement pour qu'ils recouvrent ton pouce. Cela te rappellera d'utiliser ton cerveau du haut pour apaiser les émotions fortes de ton cerveau du bas. Continuer. OK. Fait qu'un peu dans la même ligne de pensée, c'est comme si ton cerveau, c'est une maison. On peut aussi le comparer à une maison. Fait que tu as le cerveau du sous-sol ou du bas. Puis ça, c'est vraiment ton cerveau primitif, animal. Il y a cette section-là de la maison, disons, si tu imagines la fondation, c'est ça qui est bâti en premier. Ça, c'est les fonctions de base. Cette partie-là du cerveau est responsable pour la respiration, le rythme cardiaque. C'est aussi là que la réaction de survie a lieu, dans le sous-sol du cerveau. C'est là qu'on a lutte, fuite ou figement. Puis c'est là qu'il y a les grosses émotions comme la colère, la peur. En haut, c'est plus le niveau qui est plus évolué. C'est ça qui nous fait plus humain, disons. C'est penser, imaginer, planifier, organiser. Puis le cerveau du haut, de la deuxième étage, disons, ça nous aide à calmer le bas. Fait que tu peux imaginer comme un escalier qui part de le sous-sol au premier étage. Puis quand on a une réaction de survie, c'est comme si ces escaliers-là sont bloqués. Puis, on ne peut pas raisonner, on ne peut pas planifier, on ne peut pas prendre des décisions. C'est pour ça qu'un enfant qui est en crise, tu ne peux pas raisonner avec eux, tu ne peux pas leur dire « OK, arrête de crier, calme-toi, ça va être correct. » Ils ne peuvent pas, leur escalier est bloqué. Ils ne peuvent pas raisonner. Ils sont juste dans leur cerveau primitif, puis ils sont juste en bonne réaction. Fait que l'étage du haut, il commence à être développé vers l'âge de 2 ans, quand les mots apparaissent. Puis, ça se développe complètement vers l'âge de 20-22 ans. C'est ce temps-là que le cerveau est complètement construit, au début de la vingtaine. Puis, à l'adolescence, il y a comme une genre de reconstruction ou une rénovation du cerveau. C'est une période qui est vraiment importante au niveau développemental parce que il y a plein de nouvelles connaissances, nouveaux apprentissages, maturité qui rentre. C'est une période vraiment intéressante, mais c'est aussi une période, si vous avez déjà fait une rénovation d'une maison, c'est une période où tu n'as pas nécessairement accès à toutes les chambres dans ta maison quand tu fais une rénovation. Il y a peut-être des moments donnés que tu ne peux pas aller, la salle de bain ne fonctionne pas. Puis, chez des adolescents, c'est un petit peu comme ça. Des fois, des ados font des décisions, puis
qui font pas vraiment de sens, c'est vraiment parce que leur cerveau est en rénovation. Puis ils vont sortir de l'autre côté beaucoup mieux, mais pendant la période de rénovation, c'est pas facile des fois. À un moment donné, je racontais à ma mère qui s'est mariée, elle avait 19 ans quand elle s'est mariée, j'expliquais ce concept ici, que notre cerveau ne se développait pas complètement avant l'âge de 20 ans. Puis elle a dit, « Oh mon Dieu, je m'ai mariée, je n'avais même pas un cerveau complet. » Ça m'a fait rire là, parce qu'elle a quand même fait une bonne décision. Là. Ils ont resté mariés tout le temps, mais c'est vrai là, de penser que le cerveau d'un adolescent n'est pas complètement développé avant le début de la vingtaine. Fait une des choses qui est importante quand on pense à ce cerveau du haut et cerveau du bas, quand un enfant est en crise, Bruce Perry, qui est un pédopsychiatre américain qui a des excellents livres, si jamais ça vous intéresse, en anglais, il dit tout le temps « regulate, relate, reason ». Donc, en français, la première étape, c'est toujours de réguler. Réguler les émotions de l'enfant, puis réguler vos émotions aussi. Quand toi, tu te sens dérégulé, c'est très difficile d'aider à l'enfant à se réguler. Connecter avec l'enfant en reconnaissant ses émotions, en parlant d'un ton doux, pour pouvoir calmer la situation avant que tu peux raisonner. Il faut vraiment que tu t'assures que l'énergie est redevenue à la normale avant que tu tentes de raisonner de quoi que ce soit là, au niveau cognitif, qui est comme complètement offline. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'exemple de la main, parce que tu vois visuellement cette déconnexion-là. Puis l'autorégulation, c'est vraiment comme un muscle. Il faut vraiment le pratiquer. Il faut pratiquer à se réguler le plus possible. Puis le plus qu'on le fait, le plus qu'on réalise, qu'on sait comment le faire dans un moment de stress. C'est un peu comme une pratique de feu. Quand on fait des pratiques de feu dans les écoles, etc., on le pratique quand il n'y a pas un vrai feu, parce qu'on veut vraiment modeler puis faire sûr qu'on sait les étapes. Puis pour que s'il y a un vrai feu, on l'a tellement fait souvent qu'on n'a pas vraiment besoin d'y penser. Fait de la même façon, vous pouvez utiliser des techniques qu'on va discuter ici pour essayer de réguler votre propre système dans des moments qui sont peut-être moins stressants. Puis il y a plein de moments dans notre journée où est-ce qu'on a des sentiments, des petites mini-réactions de survie dans un contexte social, par exemple. Avec un collègue de travail, avec peut-être quelqu'un qui te demande de faire quelque chose à la dernière minute puis tu es frustré, ben c'est peut-être une réaction de survie parce que cette personne t'irrite puis c'est comme parce que tu as ce moment-là, tu peux utiliser des techniques de régulation dans ce moment-là qui est moins intense. Si tu le fais à répétition, quand c'est un gros moment intense avec ton enfant, ton corps sera plus habitué à réguler tes émotions. Fait que les enfants, ils ne comprennent pas le système nerveux, ils ne comprennent pas leur corps, ils ne savent pas pourquoi ils réagissent de la façon qu'ils réagissent. La compréhension de l'enfant va vraiment dépendre de leur stade de développement. Le plus qu'un enfant est capable de reconnaître ses émotions, reconnaître comment il se sent dans son corps, le plus qu'ils vont être capables d'apprendre à s'autoréguler. Puis l'autorégulation, ça se développe avec le temps. C'est important d'avoir ce qu'on appelle un miroir de régulation ou la co-régulation. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, si vos enfants vous en arrivé petits, nouveau-nés, etc. Un petit bébé, là, quand il pleure, puis il n'est pas calme, si toi, tu n'es pas calme, c'est très difficile de les calmer. Je m'en souviens quand ma fille, elle ne dormait pas la nuit, puis elle pleurait,
puis tu ne sais pas ce qui se passe, puis toi, tu es tout émotionnel, puis tu es fatigué, puis tu essaies de le calmer, tu ne peux juste pas. Puis ça, c'est parce qu'un bébé n'a pas la capacité de s'autoréguler. Ils ont besoin d'un autre système nerveux pour faire comme un miroir. Donc, pour pouvoir calmer un bébé qui pleure, il faut que toi, tu sois calme. Puis ça, c'est pas toujours facile dans des moments de crise de pouvoir calmer tes émotions, calmer ton corps. Mais des choses qui aident beaucoup, le mouvement aide beaucoup, le jeu, la répétition, ça aide vraiment les enfants à se réguler des situations prédictibles, je sais pas même si c'est un mot ça. Ça va aider aussi. Oh, j'ai perdu mon... Je ne sais plus où est mon Zoom. Je vais partager mon écran de nouveau, là. J'ai trop d'écran ouvert ici. OK. Oui, puis aussi, l'enfant va vraiment dépendre de la réaction de l'adulte. Si vous êtes dans un moment comme épuisé, fatigué, très émotionnel, l'enfant fide là-dessus, ils vont réagir à ça. Des petits, là, quand ils tombent, je suis sûre que vous avez déjà observé ça, un enfant de 2-3 ans qui tombe, puis elle va pleurer, va regarder maman ou papa, puis voir leur réaction. Puis si le parent fait « Ah, t'es correct », ils vont pas pleurer. Et puis si le parent fait « Oh my God, es-tu correct », l'enfant va pleurer. C'est qu'ils dépendent de notre réaction pour savoir comment réguler l'énergie dans leur corps.